Merci de votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. La réintégration de l'opposant Ousmane Sonko par une décision du juge du tribunal d'instance de Ziguinchor à la une de l'actualité, une décision attaquée par l'agent judiciaire de l'État qui parle d'un procès tenu en violation de la loi, mais du côté de la société civile, la sentence est approuvée selon Mouniaï Sissé de l'ONG 3D et Babacar Fall du GRADEC. Eh bien, le droit a été dit. 140 officiers convoyés en Centrafrique dans le cadre d'une mission de maintien de la paix. Le camp du groupement mobile d'intervention situé à Thiès a abrité la remise symbolique du drapeau au contingent, un contingent composé d'officiers de gradés et d'agents de police. Dakar assaini, la capitale a bénéficié d'une vaste opération de désencombrement supervisée par le sous-préfet de Dakar. Dr Djibi Diallo affirme qu'aucune concession ne sera faite. Les opérations vont se poursuivre pour le plus grand bonheur des riverains qui saluent la mesure. Et puis Cannes 2023, parmi les adversaires du Sénégal, le CELI national. Au micro de nos reporters, les ressortissants guinéens établis ici chez nous font déjà leurs pronostics et prédisent une victoire des éléphants sur les lions. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Un journal que nous ouvrons tout de suite avec l'arrestation d'Aliou Sané, coordonnateur du mouvement Y'en a marre et membre du conseil d'administration du ROADH, le réseau ouest-africain des défenseurs des droits humains. Le ROADH qui justement vient de produire un communiqué pour exiger sa libération immédiate. Dans ce communiqué, le réseau nous fait savoir que l'interpellation et le placement sous mandat de dépôt de Aliou Sané fait suite à un appel du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dakar contre la décision du juge d'instruction de lui accorder la liberté provisoire suite à une précédente interpellation le lundi 29 mai 2023, alors que le sieur Sané allait rejoindre d'autres personnalités politiques et de la société civile qui voulaient rendre visite au leader de l'opposition Ousmane Sonko, retenu chez lui sans aucune base légale. Le ROADH s'indigne de l'arrestation du coordonnateur du mouvement de Y'en a marre, Aliou Sané, et exige sa libération immédiate. Le communiqué a été signé par le West African Human Rights Defenders Network, la coalition sénégalaise des défenseurs des droits humains, l'African Center for Democracy and Human Rights Studies, le réseau nigérien des défenseurs des droits de l'homme, l'Human Rights Defenders Network in Sierra Leone, les coalitions togolaises, maliennes et burkinabé des défenseurs des droits humains. Au terme d'une audience marathon, le tribunal d'instance de Ziguinchor a ordonné la réinscription de l'opposant Ousmane Sonko sur les listes électorales, rouvrant la voie à sa candidature à la présidentielle. Toutefois, l'agent judiciaire de l'État vient de déposer un recours pour casser cette décision prise selon lui en violation flagrante de la loi. Le juge Saba Sifei, quant à lui, peut compter sur le soutien de la société civile sénégalaise et aussi sur le soutien de sa corporation, l'Union des magistrats du Sénégal, l'UMS, qui s'est fendu d'un communiqué, un communiqué parcouru pour vous par Mamadou Fall. Le verdict rendu par le président du tribunal d'instance de Ziguinchor fait réagir l'agent judiciaire de l'État. Pour lui, la réintégration d'Ousmane Sonko sur les listes électorales prononcée par le juge n'a pas respecté les conditions dignes d'un procès. L'agent judiciaire de l'État a mentionné dans un communiqué que le juge n'a cessé tout au long de l'audience d'une durée de 13 heures de temps de multiplier les violations de la loi, jusqu'à même ignorer sa récusation formulée par les avocats de l'État. L'agent a dénoncé le fait que le juge soit le frère de l'un des adjoints au maire de Ziguinchor et membre de PASTEF. En raison de ces graves circonstances, l'État a décidé d'intenter un recours contre cette décision afin que la loi soit appliquée, informe l'agent judiciaire de l'État. Pour lui d'ailleurs, Ousmane Sonko ne peut être réintégré, mais communiqué qui fait sortir l'UMS de sa carapace. L'Union des magistrats du Sénégal est stupéfaite
de la réaction de l'agent judiciaire de l'État. L'UMS condamne vigoureusement les attaques contenues par le dit communiqué et visant un juge qui a rendu une décision dans le sens qu'il croit conforme à la loi. L'UMS rappelle que le seul débat judiciaire valable est celui qui se tient au prétoire et non par voie de presse. Si une partie a une procédure judiciaire, quel que soit son statut, estime ses intérêts lésés, il lui est loisible d'exercer les voies de recours prévues par la loi et laisser la juridiction compétente statuer. Doit ainsi être bannie toute action attentatoire à l'indépendance de la justice et à l'honneur des acteurs qui l'incarnent. Dès lors, l'UMS, dans un communiqué, invite les parties de tous bords à se plier à ces principes et à faire preuve de courtoisie et de délicatesse dans le traitement des affaires judiciaires. Et toujours au sujet de la réintégration de l'opposant Ousmane Sonko sur les listes électorales, la société civile salue la décision du juge du tribunal d'instance de Ziguinchor. D'après Moundiaï Cissé et Ababacar Fall du GRADEC, eh bien, c'est le droit qui a été dit, ni plus ni moins. Ils estiment que les questions de candidature sont prises en charge par le Conseil constitutionnel. Alassane Ba et Pape Sangone Mbaye pour les détails. C'est une victoire du 3, s'exclame le secrétaire général du groupe de recherche et d'appui Conseil pour la démocratie participative et la bonne gouvernance. Ababacar Fall renseigne que la radiation est encadrée par des dispositions pertinentes du code électoral. Il y a d'abord l'article L41 qui dit qu'en cas de radiation d'office, il faut notifier à la personne qui est radiée au dernier domicile connu. Disons donc la décision de notification. Apparemment, ce qui n'a pas été fait. C'est en violation de cet article L41 que les avocats de M. Ousmane Sonko ont effectivement intenté un recours auprès du président du tribunal d'instance du lieu d'inscription. Tout comme Ababacar Fall, Moundiaï Cissé est animé par un sentiment de satisfaction et de fierté vis-à-vis de notre justice et de notre démocratie. Cela veut dire que tout n'est pas mauvais dans notre démocratie. Et c'est ça qu'on attend des juges. Les juges doivent être indépendants. Les juges peuvent et doivent être indépendants. Aujourd'hui, il n'y a que le procureur qui est sous tutelle du ministère de la Justice. Mais les juges doivent être indépendants. Mieux, d'après le directeur exécutif de l'ONG 3D, certaines réactions après des décisions favorables à des opposants montrent qu'il y a problème. Mais en tout état de cause, le Conseil constitutionnel est le seul organe habilité à valider des candidatures ou non. Ça doit être tellement banal qu'un juge prenne une décision favorable à un opposant. Aujourd'hui, mais c'est tellement rare que ça fait l'objet d'une acclamation parce que c'est tellement rare. Alors que la justice doit marcher comme ça. La direction générale des élections n'avait aucunement raison de refuser l'octroi de la fiche à M. Ousmane Sonko. Est-ce que tous ceux qui ont retiré les fiches, on est sûr qu'ils sont éligibles? Est-ce qu'ils ont fait des vérifications pour les autres? On devait uniquement lui donner et laisser le reste au Conseil constitutionnel. Ababacar Fall n'apprécie pas certaines attitudes lors de l'audience au tribunal d'instance Ziguinchor qui, selon lui, ont constitué des tentatives de blocage de l'action de la justice. Parce qu'on a vu en cours d'audience un message par tweet qui a été balancé par une personne. Et c'est ça qui a permis aux avocats, de l'État de récuser le juge sur la base, d'une information qui est fausse. Et même au moment où le juge prend la décision, ce qu'on a constaté, c'est que l'électricité, en tout cas, a disparu. Est-ce que ça a été fait volontairement? Personne ne sait. Mais en tout cas, c'est pour dire que, en fait, on a tout fait pour que vraiment, la séance ne se déroule pas dans des conditions de sérénité. La procédure n'est pas terminée. Les avocats de l'État comptent attaquer cette décision au niveau de la Cour suprême. Ils ont 10 jours pour le faire, comme le prévoit l'article L44 du Code électoral. Politique toujours, le respect des institutions, un impératif pour les citoyens. C'est l'avis de Samba Ndiaye, le candidat à l'élection présidentielle de 2024, pense qu'il est important de respecter les décisions de justice. Je vous propose de l'écouter au micro de Chérif Dia. Je considère que tout citoyen doit respecter les décisions de la justice. C'est tout le seul commentaire que je peux faire. Si le juge a dit que Sonko doit recouvrer ses droits civiques, je n'ai pas de problème. Comme je n'ai pas de problème par rapport aux décisions antérieures qui le condamnaient. Donc,
pour que ce pays-là marche, nous devons respecter nos institutions. C'est à cela que j'appelle, en tant que candidat à la présidence de la République, ma priorité, c'est la citoyenneté. La citoyenneté, c'est pousser chacun à comprendre qu'on a un bien commun qui s'appelle le Sénégal et que de ce point de vue, chacun doit faire correctement ce qu'il a à faire. Que ce soit le juge, que ce soit le maçon. Nous sommes tous des citoyens égaux devant la loi. À la une du chapitre politique également ce soir, le leader de la coalition John 2024, Mohamed Boun Abdallah Dionne, qui pêche dans les eaux de l'APR. Habib Niang, responsable APR thiessois, a mordu à l'hameçon. Il a décidé de soutenir son camarade. Le meeting de lancement des parrainages s'est tenu à Tchali, un meeting au cours duquel Mohamed Boun Abdallah Dionne s'est proclamé candidat de la jeunesse. C'était en présence de nos reporters sur place, Cheikh Anta Diop et Seyla Tia. La coalition John 2024 et Habib Niang de l'APR trouvent enfin un consensus. Habib Niang indique que sa conviction est que ses militants rejoignent Boun Abdallah Dionne pour le soutenir à l'élection présidentielle de 2024. Cela commence d'abord par les parrainages. Monsieur le Président, Monsieur le Président, soyez optimiste. Thiès vous a déjà élu. Avant de quitter ces lieux, nous vous remettrons 30 000 signatures pour les parrainages. Nous avons une base solide et reconnue. 30 000 signatures. Boun Abdallah Dionne, ancien Premier ministre, président de la coalition John 2024, du haut du parloir, appelle les jeunes et femmes de Thiès à se mobiliser pour la quête des parrainages. Mon engagement, mandat bobu may def da fay nek un mandat que je dédie à la jeunesse sénégalaise. Faites vite pour les parrainages. Nous avons même terminé le programme de la coalition. Commencez taxaw ci pôle programme de la coalition John 2024 Dekkal Jàmm. Les militants étaient venus de toutes les localités de Thiès et des régions du pays. Ils ont réservé un accueil chaleureux à Mohamed Boun Abdallah Dionne. Allez, nous quittons Thiès pour Saint-Louis. Dans le Wallo, le président du mouvement authentique national africain s'engage à lutter contre l'immigration clandestine qui décime une bonne partie de la jeunesse dans cette partie nord du pays. Amar Tchoun veut aussi lutter contre les abris provisoires qui sont très nombreux dans la région. En ce qui concerne les parrainages, eh bien, il appelle la population à bannir tout achat de leur carte d'identité. Le point, c'est avec Ousseynou Diop et Habib Seck. Le candidat à la présidentielle du mouvement authentique national africain était à Rosso, Sénégal, pour mobiliser ses militants. Devant eux, Amar Tchoun s'est engagé à lutter contre l'immigration clandestine. Vous pouvez le constater, nos femmes sont magnifiques et belles, mais aussi nos champs sont magnifiques, nos forêts, le fleuve, rien ne manque au Wallo, à part d'avoir des dirigeants qui sont capables de porter l'espoir d'un territoire et de transformer ce territoire. Ce candidat veut aussi développer l'économie nationale. Il prône ainsi une éducation de qualité avec l'élimination des abris provisoires dans le pays. Un pays où l'endettement est massif, ça c'est un problème. Et ça ne peut pas continuer. On ne peut pas continuer comme ça. Un pays où la presse n'est pas libre de dire ce qu'elle veut. Quand un journaliste reporte quelque chose, on lui dit quelles sont ses sources et on le met en prison. Ah ben là, ça c'est pas normal. Pour le parrainage des candidats qui a démarré depuis quelques jours, il demande à la population de mettre en avant l'intérêt général et de refuser toute tentative d'achat de conscience. Éprouver le Sénégal, c'est prolonger l'histoire de notre pays, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est souvent confronté à des difficultés énormes qu'il a toujours su surmonter. Le leader du mouvement authentique national africain compte sur les électeurs du Wallo pour occuper le fauteuil présidentiel. Il a surtout promis une réforme des lois à l'Assemblée nationale pour l'indépendance des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires.
Et nous quittons la politique pour l'éducation. Une année scolaire sans remous malgré l'élection présidentielle qui se profile. Eh bien, c'est le souhait des acteurs scolaires du département de Linguère. Ces spécialistes de l'enseignement sont convaincus que les parents d'élèves ont leur rôle à jouer pour y arriver. Et cela commence, d'après eux, par une surveillance accrue en ce qui concerne l'utilisation des réseaux sociaux. Mamadou Moustapha Ndiaye. Petit souci avec cet élément que nous n'excluons pas de vous retransmettre lors de nos prochaines éditions. Après le départ de Modou Diagne Fada de la direction de la Sonacos, les acteurs des filières arachides et cajou disent attendre du nouveau directeur la consolidation des actes posés par son prédécesseur. Il s'agit entre autres du développement des filières et un bon déroulement des campagnes de commercialisation. Boubacar Kounta est président national de la filière anacarde du Sénégal. Ces propos sont recueillis par Abdoulaye Diallo. L'État, c'est une continuité et il a posé des jalons. Par contre, il faudra vraiment que le nouveau directeur puisse aller dans la continuité. Et souvent, je vois mal comment la Sonacos est souvent dominée par des Indiens ou bien des Chinois dans le marché local, au moment où c'est une société nationale qui a une vocation à acheter toute cette, peut-être même toute la production du Sénégal avec les autres industriels. Et je pense que le nouveau directeur doit aller dans le sens vraiment d'être le leader dans ce domaine de commercialisation de l'arachide. Pour moi, il est incompréhensible que la Sonacos joue souvent même le dernier rang ou bien le second rang dans la commercialisation. Donc je pense que c'est des jalons que Modou Fada avait démarré. Il faut le saluer. L'année dernière, la Sonacos a acheté de l'arachide jusqu'à un prix de 450 francs parce qu'il fallait faire la compétition pour faire face aux Chinois. Mais malheureusement, c'était une compétition tardive. Et ce qui a fait que la Sonacos a eu que 25 000 tonnes sur toute l'étendue du Sénégal. Donc le nouveau directeur doit vraiment changer de stratégie et voir vraiment comment orienter sa politique sur vraiment la collecte du produit au niveau borchon. Retour à Thiès et plus précisément au camp tropical du groupement mobile d'intervention pour parler de cette cérémonie de remise symbolique du drapeau national au contingent qui doit se rendre en Centrafrique pour des opérations de maintien de la paix. Au total, 140 officiers gradés et agents de la police. La remise du drapeau s'est faite par le directeur du groupement mobile d'intervention, M. Ndiaga Diop. Il a exhorté le commandement et ses troupes à faire preuve de vigilance et surtout à bien représenter le Sénégal. Charanta Diop. Ils sont 140 officiers, sous-officiers, gradés et agents de la police, dont 26 femmes. Ce contingent a reçu le drapeau national et s'engage sur le théâtre centrafricain. Ce nouveau déploiement traduit la confiance renouvelée des autorités zoniciennes envers la police nationale. 4 sections. Il y a 3 sections opérationnelles, une section de soutien, c'est-à-dire la section logistique. Et il y a aussi le commandement qui est constitué par ma personne et le staff commande. Nous avons aussi à côté le staff médical, l'équipe médicale de Level 1 qui sera déployée pour les besoins sanitaires et autres dans le cadre de la mission. Et les rôles vont tourner autour de la protection des civils, de participer au bon office pour permettre l'application en tout cas de l'accord pour le cessez-le-feu, l'accord aussi politique pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine. Assurer aussi la sécurité du personnel des Nations Unies. La République centrafricaine est aujourd'hui secouée par une crise. La détérioration du contexte sécuritaire est susceptible de créer des tensions. Selon le directeur du groupement mobile d'intervention Ndiaga Diop, cette situation doit faire l'objet d'une vigilance accrue. Commissaire Abdou Aziz Diop, commandant du contingent, se dit prêt à maintenir haut le drapeau du pays. Même si nous serons détachés comme personnel des Nations Unies, tout ce qu'on fera va rejaillir sur l'image de notre pays, sur l'image du Sénégal. La cérémonie a été très riche en couleurs. Le tout a été bouclé par un défilé des hommes du commissaire de police Abdou Aziz Diop.
Je vous l'annonçais en titre, vaste opération de désencombrement au centre-ville, du rond-point à Sandaga au boulevard de la République. La mesure a été respectée. Aucune voiture n'encombre désormais la chaussée. Une initiative salutaire aux yeux des riverains, même s'ils exhortent les autorités à mettre en place des stratégies pour le suivi de ces opérations. Fatima Touré. De l'avenue Ponty, en passant par la place de l'Indépendance jusqu'au boulevard de la République, les opérations de désencombrement initiées par le sous-préfet de Dakar portent leurs fruits. Toutes les voies qui mènent au centre-ville sont dégagées. Aucune voiture n'est stationnée de manière anarchique. Une mesure bien appréciée par les riverains. Il a parfaitement raison, parce que le sous-préfet a bien raison d'entamer ces opérations de désencombrement. Les trottoirs ne sont pas faits pour que les gens viennent y exposer leurs marchandises. Les piétons marchent sur la route, ce qui n'est pas normal. Il y a même des commerçants qui détiennent des boutiques, mais qui se permettent d'étaler leurs marchandises sur la chaussée, à l'image de cette boutique en face. Vous croyez que c'est sérieux? Bilbi, parce que c'est une capitale Dakar, et c'est normal nous avons trottoir pour Niki, parce que Niki, il y a plus de talibi. Ouais, c'est pas normal. Pour nos interlocuteurs, il faut nécessairement un suivi pour faire respecter la mesure. Il faut qu'il y ait un suivi rigoureux de cette mesure. L'autorité doit recruter des personnes qui seront ici en permanence pour faire respecter la mesure. Cette fois-ci, qu'il y ait des actions concrètes. Les gens ne doivent plus stationner n'importe comment. Les commerçants aussi ne doivent pas occuper la chaussée anarchiquement. Et c'est trois. La faute incombe à l'État. Pour ce faire, l'État doit trouver des sites de recasement et des parkings dédiés. C'est la faute à l'État. Il devait chercher des solutions depuis longtemps en créant des sites de recasement pour les commerçants, mais également des parkings pour les automobilistes. Jusqu'à présent, marché Peterson, il y a une partie qui est terminée. On a regardé là-bas, c'est anarchie. Hein? Il faut qu'on ouvre les marchés, les nouveaux marchés, pour que les gens de guerre puissent rentrer, travailler. On doit leur donner encore des endroits, Yomuna Ligue. Cet encombrement, ce n'est que le stationnement sauvage des véhicules, le stationnement anarchique devant les immeubles et devant les commerces. Et c'est ce qui crée tout l'encombrement de la ville. Tout ce désordre est causé par ces voitures-là. C'est les voitures qui occupent la voirie, le passage piéton. Tout ça, bon, pour remédier à tout ça, il faudrait que l'État nous aide à créer des stationnements à étages, des stationnements souterrains. C'est ce qu'on trouve dans toutes les grandes villes, dans toutes les métropoles du monde, c'est ce qu'ils ont. Depuis mercredi, le sous-préfet de Dakar, Plateau, avec l'aide de la mairie de Dakar, est à pied d'œuvre pour changer le visage du centre-ville. Les opérations se poursuivent jusqu'à satisfaction totale. Le sous-préfet de Dakar, à l'origine de cette opération, en tire un bilan satisfaisant. Et selon le docteur Djibi Diallo, aucune concession ne sera faite. Les opérations vont se poursuivre et les artères de Dakar vont être libérées. Je vous propose de l'écouter toujours au micro de Fatima Touré. Nous avons planifié cette opération. Elle va durer dans le temps et dans l'espace parce que vu la complexité de la tâche, et vu l'état d'occupation anarchique, n'est-ce pas, au niveau de centre-ville, ça nécessite beaucoup d'efforts, de détermination et surtout de planification. C'est dans ce cadre-là effectivement qu'on a démarré il y a 2 jours. 2 jours durant? Oui, les 2 jours durant, comme vous l'avez dit, le bilan est très satisfaisant. Parce qu'il y a 2 jours, si vous passiez au niveau de la part de l'indépendance, en quittant la ville de Dakar, avant d'arriver à la part de l'indépendance, je disais le terme même, avant d'arriver à la part de l'indépendance, c'était la croix et la bannière. Avec des occupations de tout genre, des véhicules abandonnés sur la voie publique. Aujourd'hui, vous quittez, n'est-ce pas, ce lieu jusqu'à l'avenue de l'opposition à Saint-Maur. Et tous les alentours de la part de l'indépendance, vous ne verrez pas un véhicule stationné. Les tabliers qui étaient établis sur la voie publique aussi, vous ne les verrez plus. Ça a fait l'objet d'une évaluation. Cette opération n'est pas une première.
mais à chaque fois les gens revenaient. Cette fois-ci, de concert avec la commune de Plateau et la ville de Dakar, les volontaires de ces deux institutions, effectivement, sont chargés de faire le suivi. Et ils sont effectivement supervisés par les forces de défense, notamment la police. À chaque fois que nous dépassons une étape, on met des piquets qui surveillent avec des sabots. En cas de pépin, la police est tout de suite interpellée pour effectivement venir faire le travail qu'il faut. Parlons santé à présent avec ces chiffres. Près de 170 000 personnes souffrent de cécité ou de malvoyance au Sénégal. Toutefois, selon le ministère de la Santé, la prise en charge de ces maladies est possible dans quasiment toutes les structures du territoire national. Déclaration en fait en marge de la célébration de la journée mondiale de la vue à Fatick. Une fondation chinoise était aussi présente à Fatick et lors de cette cérémonie avec des spécialistes qui se disent prêts à faire plus de 6 000 interventions chirurgicales en l'espace de 2 ans. Le point, c'est avec Aminata Goudjabi et Abdou Karim Bey. Ce camion mobile du ministère de la Santé est installé ici à l'hôpital régional de Fatick pour des consultations gratuites. Dès les premières heures de la journée, la structure était déjà prise d'assaut par des personnes et celles du 3e âge en majorité. Cela veut juste dire qu'au Sénégal, de nombreuses personnes souffrent de maladies oculaires. Au Sénégal, nous sommes à peu près à une prévalence de 1,42% des personnes atteintes de cécité ou de malvoyance, parce que les deux ont beaucoup de conséquences communes. Cela nous fait avoisiner environ 165 000 à 170 000 personnes souffrant de cécité ou de malvoyance au Sénégal. Et cette cécité et cette malvoyance sont essentiellement dues à la cataracte et au trachome, 2 maladies évitables et 2 maladies guérissables. Outre ce camion mobile, les structures sanitaires du Sénégal ont été bien renforcées en équipement de prise en charge ou de dépistage de la cécité ou de la cataracte. Non seulement il y a assez de matériel, mais il y a également assez de personnel. J'insiste, quand nous disons structures de santé, premièrement, ce sont les postes et les centres de santé dans les 14 régions. Nous avons donné instruction ferme de développer une campagne de communication pour que les populations viennent massivement dans les structures de santé pour se faire dépister. Une fois le dépistage fait, les moyens de prise en charge sont également disponibles. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale dispose de camions mobiles ou de camions de chirurgie, comme celui qui est derrière nous, qui sillonnent le Sénégal pour faire le dépistage et la chirurgie à l'intérieur du camion. Une fondation chinoise vient renforcer le dispositif existant. Des spécialistes en santé oculaire vont séjourner au Sénégal, notamment à Fatick, pendant 2 ans. Plus de 6 000 patients seront opérés durant cette période. On a signé la convention, ça fait près d'1 an, mais merci, la fondation GIS est arrivée au Sénégal. La fondation GIS est bel et bien aujourd'hui dans la capitale du Sud. Nous vous en remercions donc vivement. Et donc pendant près de 2 ans, nous aurons quelque chose à peu près estimé à près de 6 000 interventions chirurgicales. Mais la fondation GIS ne vient pas seulement dans son camion. La fondation GIS va nous permettre, va venir avec ce qu'on appelle des transferts de compétences. La journée mondiale de la vue a été célébrée cette année sous le thème « Aimez vos yeux au travail ». Fatick a abrité la cérémonie. Avec un financement du PACASEN, la mairie de Sédhiou étend son réseau électrique et hydraulique dans plusieurs quartiers de la commune. Le programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal a financé les 4 communes de la région de Sédhiou que sont Sédhiou, Marsassoum, Goudomp et Bounkiling à hauteur d'1 milliard de francs CFA pour permettre à ces collectivités territoriales de faire des investissements. Les détails, c'est avec Bakary Konté et Khalid Diamé. Le programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal a injecté plus d'1 milliard de francs CFA dans la région de Sédhiou. Notre visite à Sédhiou nous a permis aussi de constater que cette commune-là a eu à respecter les critères tout au long de ce processus. Parce que c'est un programme pour les résultats, le PACASEN. On met des conditionnalités pour avoir des ressources. Et c'est une évaluation rigoureuse qui est faite par la Cour des comptes. C'est à l'issue de cette évaluation-là que les ressources sont attribuées. C'est heureux de constater qu'une commune comme Sédhiou a eu à respecter des critères, a eu à avoir des ressources. Mais le plus important, la commune les a investis dans des secteurs à fort impact social. Dans la commune de Sédhiou, plusieurs infrastructures ont été réalisées. Nous en réjouissons vraiment parce que ça nous a permis
de grimper à un niveau assez conséquent. Vous voyez l'hôtel de ville de Sédhiou est une belle infrastructure. C'est justement dans le cadre de l'accompagnement du PACASEN que cette infrastructure a été réalisée. Elle est même en extension. Présentement, nous avons déjà 11 km d'adduction d'eau dans les quartiers de Montagne Rouge, Dembaya et Goudiabia. 2 km d'extension du réseau électrique. Tout est installé, il ne reste qu'à installer le transformateur pour libérer l'électricité au niveau de ces quartiers-là. Les habitants des nouveaux quartiers de la commune de Sédhiou saluent ces grandes réalisations. J'avoue qu'auparavant, on n'osait même pas sortir. Parce qu'avec les reptiles, il faisait nuit et puis avec l'insécurité, on ne pouvait pas faire beaucoup de choses. Avec l'électricité, on a vu des avancées. Ce que j'avais m'a soulagé parce qu'au début, j'avais fait presque 1 an et demi ici. Il n'y avait pas de l'eau. Je faisais presque 1,5 km pour avoir quelques bidons d'eau. Et chaque jour, je faisais la navette avec ma moto. Avec l'appui du PACASEN, la mairie de Sédhiou promet d'effectuer d'autres grandes réalisations pour le développement de sa cité. La culture à présent avec la lutte contre le racisme et les discriminations. Une rencontre entre chercheurs nationaux, internationaux et artistes s'est tenue à Dakar. Le premier enseignement à tirer de cette rencontre, la mise en place du réseau des écrivains intellectuels et artistes africains contre le racisme et toute forme de discrimination. L'initiative vise à optimiser les pouvoirs de la créativité de l'écrit, des cultures urbaines, du patrimoine immatériel pour en faire des outils de lutte contre le racisme en engageant ces acteurs à soutenir leurs pairs déjà engagés sur le terrain. Compte rendu Ibou Diouf. Ils sont hommes de lettres, artistes, chercheurs ou professeurs d'université. Des acteurs qui se retrouvent pour renforcer leur action dans la lutte contre les pratiques de discrimination et le racisme, et cela à travers la mise en place d'un réseau. Je dois dire que dès que j'ai vu le mot réseau, je me suis dit ça m'intéresse. Le réseau, ça veut dire être en lien avec les autres, réfléchir ensemble pour combattre les fléaux de la société. Et les fléaux de la société, le racisme et la discrimination en font partie, que ce soit au niveau individuel, que ce soit au niveau sociétal, que ce soit même au niveau des États. D'écrire, faire connaître, raconter les plus riches et les plus indociles bonnes pratiques demeure un réflexe de survie indispensable pour faire face à la discrimination et au racisme. Parce que le racisme est un problème, disons, mondial, que ce soit ici, que ce soit ailleurs, c'est un problème que l'on retrouve un peu partout, que ce soit du racisme primaire ou du racisme qui se manifeste de façon tout à fait ouverte, c'est encore du racisme que l'on voit un peu partout et toutes les races sont concernées. Le rôle de l'art est bien évidemment primordial et vital, mais avant tout, il est au-dessus de ces fléaux qui empoisonnent nos sociétés, comme le racisme, dans toutes ses formes, et la haine de l'autre. Je dirais que tout d'abord, à ma qualité de bibliothécaire, notre mission première, c'est la mise à disposition des connaissances, la lutte contre les discriminations, un accès équitable à l'information et aux ressources informationnelles. Et qui dit accès équitable dit lutte contre la discrimination. Il y a un ensemble d'institutions et d'acteurs culturels et politiques qui ont décidé de prendre à nouveau à bras-le-corps la question du racisme en constatant qu'effectivement cette question n'avait pas beaucoup changé. Et en s'interrogeant, nous avec l'UNESCO, on a commencé à développer un travail qu'on a appelé un rapport sur le coût du racisme et des discriminations pour essayer d'évaluer en fait l'impact du racisme et des discriminations dans nos économies. On s'aperçoit quand même que les Africains, de manière assez paradoxale, sont très peu présents dans cette discussion autour du racisme et des discriminations. Ces acteurs ont compris qu'il existe un moment de profonde mélancolie, un mur de chagrin que toutes les personnes qui militent et se préoccupent de la question raciale au Sénégal ou ailleurs, et pour s'en dégager qu'interviennent l'art, les lettres et la faculté à se représenter la multiplicité changeante et dynamique de notre société. Et après la culture, le sport, pour parler du tirage au sort de la CAN 2023, la place du Sénégal dans le groupe C, analysé par journalistes et spécialistes, le comportement de l'équipe notamment lors des derbies qui l'opposeront à la Guinée, mais aussi à la Gambie, ont particulièrement retenu l'attention de nos spécialistes. Je vous propose de les écouter. Sénégal, de Sadio Mané. Des rencontres chocs qui attendent les Lions pour la CAN. Éliminés en quart de finale en 2017
de la Coupe d'Afrique des Nations, le Sénégal retrouve les Camerounais qu'il va affronter ce lundi en match amical. Déjà dans le même groupe que les Lions lors de la dernière édition, la Guinée a souvent posé des problèmes aux protégés d'Aliou Cissé. Dire que c'est le groupe de la mort, non, mais on assistera à des matchs très compliqués d'entrée. Face aux Scorpions gambiens, nous savons tous la dualité, la rivalité entre le Sénégal et la Gambie en termes de football. La deuxième journée, ça sera la finale du groupe face aux Lions indomptables et ne pas attendre jusqu'à la dernière journée pour prétendre à une qualification d'entrée. Il faudra montrer que le Sénégal est champion d'Afrique en termes de caractère, en termes de niveau et surtout en termes de personnalité. Les retrouvailles avec la Gambie s'annoncent bien électriques, puisqu'il s'agira là de l'un des plus chauds derbys de cette CAN 2023. C'est un groupe assez relevé, ce qui démontre que ça ne sera pas facile pour le Sénégal et même pour les Scorpions de la Gambie. Nous avons des joueurs d'origine gambienne, à savoir Nicolas Jackson, et ça va jouer lors des confrontations. Il est né et grandi en Gambie. En gros, ça sera donc des matchs chocs entre les deux équipes. Les membres de la fédération ont déjà entamé une visite de prospection ce matin à Yamoussoukro, la ville où sera logé le groupe C. Et nous restons avec ce tirage au sort. Le Sénégal, vous le savez, dans un groupe relevé. 2 derbys attendent les hommes de Aliou Cissé. Ils feront face à la Gambie, mais aussi à la Guinée. Au Sénégal, la communauté guinéenne fait le match avant l'heure. Certains pensent que le Sili national peut dompter les Lions du Sénégal. D'autres, par contre, sont plutôt sceptiques. Leur réaction dans ce micro-trottoir réalisé par Sorna Astou Diouf Sarr. Poule de guerre. C'est une poule de guerre, ça ne sera pas facile pour les 4 équipes, mais force est de reconnaître que le Sénégal est favori. Toutefois, ça ne sera pas simple du tout pour les Lions avec cette forte rivalité entre les équipes. Gambie du Baye Guinée. Sénégal du Baye Guinée. Guinée tam du Baye Sénégal. Am na du yomb. Ak sama xalaat ak li ma gëm poule yi ñu boole ak Sénégal. À mon avis, le Sénégal est à 100% la meilleure équipe de sa poule parce qu'il a les meilleurs joueurs de la sous-région. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Restez avec nous tout de suite. La deuxième partie du Soir d'Info, nous continuons à parler de sport avec le doyen Mamadou Koumé.